Aujourd'hui, nous allons donc étudier le cas de l'Afghanistan par rapport à un contexte politique précis, 2014, qui est celui des nouvelles élections présidentielles afghanes qui ont lieu il y a quelques mois et du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, des troupes de combat qui aura lieu à la fin de l'année. Le cadre de ce module étant donc d'expliquer par l'histoire une situation présente, nous allons donc dans le cadre de ce cours essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 dernières années de l'histoire afghane. Alors pour remonter à ces 3 dernières décennies, il faut commencer finalement par comprendre quelle est la tendance en Afghanistan depuis le début de son histoire. Vous avez deux grandes caractéristiques qui expliquent l'instabilité chronique dont est victime le pays depuis des décennies, voire des siècles. Le premier élément, vous pouvez le retrouver sur la carte numéro 1, c'est cet éclatement ethnique qui caractérise le pays. Dans n'importe quel État moderne, vous avez bien évidemment des diversités de tous ordres, des diversités religieuses, ethniques, communautaires, mais, et c'est ce qui caractérise les États modernes, vous avez l'identité nationale qui parvient à transcender tous ces séparatismes et toute cette diversité ethnique. Or, ce n'est pas le cas en Afghanistan. Quand vous regardez cette carte-ci, vous constatez par la variété de la palette de couleurs que vous avez une multitude d'ethnies qui cohabitent à l'intérieur de ce pays-là. Des Pashtuns, des Tadjiks, des Hazaras, des Balouches, des Ouzbeks, etc., etc. Donc ça vous expliquera et ça nous permettra de comprendre un des éléments de l'instabilité de l'Afghanistan, c'est-à-dire cette tendance à l'affrontement ethnique entre groupes. Le deuxième élément, on le voit dans la carte numéro 2, c'est la frontière qui sépare l'Afghanistan du Pakistan. Donc vous voyez ici cette ligne rouge qui est dessinée à travers le stylo, qui est la frontière administrative entre les deux États, que l'on nomme la ligne du rang. La ligne du rang, c'est une frontière qui a été définie à la fin du XIXe siècle par les Anglais et qui sépare les deux pays. Et on verra que la porosité, c'est-à-dire le manque de contrôle de cette frontière, explique aussi, en tant que deuxième élément, une grande caractéristique de l'instabilité en Afghanistan, c'est-à-dire ce mouvement perpétuel entre les deux pays, à la fois des insurgés, à la fois des Pashtuns et à la fois des membres d'Al-Qaïda. Ça, c'est pour l'introduction. La première partie nous amène à une séquence historique de 1978 à 2001. 1978, c'est un coup d'État communiste qui prend position à Kaboul. C'est-à-dire que depuis 1973, vous aviez le prince Daoud, qui avait fait chuter la monarchie afghane en 1973, qui prend le pouvoir. Et en 1978, l'URSS, s'appuyant sur les officiers qu'elle forme à Moscou, puisque nous sommes dans un contexte de guerre froide, va fomenter un coup d'État qui va réussir en 1978. Donc de 1978 jusqu'à 1992, c'est un pouvoir communiste qui opère en Afghanistan et à Kaboul. Seulement le problème, c'est qu'à partir de 1978, vous allez avoir énormément de divisions à l'intérieur de ce parti communiste qui vient de prendre le pouvoir. En l'espace de 3 ans, vous avez 3 dirigeants successifs du Parti communiste afghan soutenus par le Parti communiste du RSS qui vont alterner dans l'exercice du pouvoir. Taraki, en 1978, est assassiné par son compère Hamid, enfin ancien frère d'armes et qui en fait s'est avéré être son ennemi. Et Amin lui-même, en 1979, est remplacé par Karmal, qui sera d'ailleurs à l'origine de son éviction du pouvoir. Donc vous voyez que déjà, à peine la prise du pouvoir opérée en 1978, vous avez déjà 3 dirigeants successifs qui prennent le pouvoir à Kaboul, qui vient quand même vous dire un état d'instabilité assez importante au niveau de ce nouveau pouvoir communiste. Le deuxième élément, c'est que d'emblée, ce pouvoir communiste, en 1978, il est contesté par la population afghane. Par rapport à un fait théorique, le Parti communiste ne reconnaît pas la légitimité de la religion. Et je vous rappelle que la société afghane est historiquement une religion musulmane, donc déjà une impopularité du gouvernement de Kaboul par rapport à son anti-religiosité et son anti-islamisme forcené. Et deuxième élément, c'est que vous avez des puissances étrangères qui vont utiliser cette contestation du pouvoir communiste pour financer des combattants et des insurgés. Donc de 78 à 79, le pouvoir communiste qui a pris le pouvoir par le coup d'État de 78 est de plus en plus contesté en interne. Ce qui explique, en 1979, l'intervention de l'armée rouge.
L'intervention de l'armée rouge vient à la rescousse ou au secours du pouvoir qu'elle a contribué à installer en 1978 en envoyant son armée. Ce qui sera l'occasion de la fameuse guerre entre l'URSS et l'Afghanistan de 1979 à 1989. L'armée rouge est envoyée, cette guerre d'Afghanistan qui sera d'ailleurs considérée par les historiens comme le bourbier soviétique, référence à la défaite américaine au Vietnam. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement l'armée rouge va investir l'Afghanistan pour aider, si vous voulez, son allié communiste à Kaboul, et finalement elle va être incapable de gagner cette guerre-là. Alors les raisons de la défaite de l'armée rouge en Afghanistan, elles sont de plusieurs ordres. Premier élément, vous pouvez le voir au niveau de la carte, c'est qu'en fait l'armée rouge ne va contrôler que les villes et que les réseaux routiers qui font la jonction entre ces villes-là. Donc si on part de Kaboul, vous faites le lien entre toutes les villes afghanes, entre tout le réseau routier qui unit ces grandes agglomérations, l'armée rouge ne va occuper que ces zones-là. Donc une grande partie du territoire est encore sous insurrection et sous le contrôle des insurgés. Donc déjà en termes de contrôle territorial, l'armée rouge ne parvient pas à quadriller le pays. Deuxième élément, l'armée rouge va utiliser des modes d'action particulièrement brutales qui vont lui aliéner le soutien de la population. C'est-à-dire qu'en fait la population, plutôt que de soutenir le pouvoir communiste de Kaboul et l'armée rouge, va soutenir les insurgés. Ce qui aboutit en 1989 à la défaite de l'armée rouge. Mikhaïl Gorbatchev, qui est le secrétaire du Parti communiste du RSS depuis 1985, ordonne le retrait de l'armée rouge de l'Afghanistan, ce qui aboutira un an plus tard, en 1990, à un accord entre l'URSS, qui s'apprête à être dissoute en 1991, entre l'Afghanistan et l'ONU. L'URSS accepte de ne pas rentrer, de ne pas s'ingérer dans les affaires étrangères du pays, et dans un deuxième temps de contribuer à la reconstruction de l'État. Ce qui augure, si vous voulez, d'une certaine pacification, d'une certaine reconstruction de l'Afghanistan. Pas du tout. En 1992 jusqu'en 1996, c'est ce qu'on va appeler la guerre civile en Afghanistan. C'est-à-dire que le parti qui a... si vous voulez, c'est l'ensemble des groupes insurgés qui ont battu l'armée rouge, prennent officiellement le pouvoir en 1992, donc font chuter le Parti communiste de Kaboul, qui de toute façon était en lambeaux. Mais finalement, plutôt qu'aboutir à une unité de ces moudjahidines, c'est-à-dire de ces combattants qui ont repoussé l'armée rouge, on va assister en fait à un état de désunion. C'est-à-dire que tous ces groupes insurgés, plutôt que s'unir pour la reconstruction de son pays, de leur pays, excusez-moi, en fait vont se livrer à une véritable guerre larvée, ce qu'on va appeler la guerre civile afghane, qui va être marquée pendant 3 ans par une multitude de combats, excusez-moi. Donc là, vous pouvez revenir à la carte numéro 1. C'est-à-dire que tous ces groupes insurgés vont faire allégeance à leur ethnie d'origine et vont se combattre pendant 4 ans pour reconquérir Kaboul. Ou pour conquérir Kaboul, ou pour avoir le monopole dans l'exercice du pouvoir. Donc c'est un État, après les 10 ans de guerre contre l'armée rouge, c'est un État d'anarchie pendant 4 ans. Et à l'intérieur de tous ces groupes combattants qui se font la guerre les uns contre les autres, va apparaître le fameux groupe des talibans. Les talibans, c'est un mouvement pachtoun. Donc les pachtuns, vous pouvez le voir ici au niveau de la couleur. C'est un mouvement ethnique du sud de l'Afghanistan qui va être soutenu à distance par le Pakistan et qui, grâce à l'aide des services secrets pakistanais, va prendre le pouvoir en 1996 à Kaboul. Donc il met fin officiellement à la guerre civile. Pourquoi ça met fin officiellement à la guerre civile? Puisque finalement la population afghane va plutôt être favorable à l'arrivée de ce pouvoir taliban dans la capitale afghane et va soutenir ce groupe-là. Et de 1996 à 2001, ce groupe va imposer un pouvoir centralisé très fort, un régime religieux, un exercice du pouvoir teinté d'autoritarisme politique et d'application stricte de la charia, donc un État, si vous voulez, la charia c'est une application de l'islam littéral qui ne fait pas la distinction entre État et société, et les talibans au pouvoir pendant 5 ans vont pratiquer une véritable répression contre tous les partis politiques d'opposition. Notamment, la seule poche de résistance se trouvera au niveau du nord de l'Afghanistan, ce qu'on appellera l'Alliance du Nord du commandant Massoud, qui d'ailleurs sera assassiné en 2001. Mais finalement, grâce à l'aide du Pakistan, on a affaire à un pouvoir politique qui est beaucoup plus répressif, beaucoup plus intolérant en termes religieux, mais beaucoup plus sécurisé finalement.
Et ces talibans, pendant l'exercice de leur pouvoir, vont s'allier avec Al-Qaïda. Al-Qaïda étant un groupe djihadiste transnational qui veut appliquer le djihad à l'échelle du monde et qui va trouver refuge à l'intérieur de l'Afghanistan grâce au soutien des talibans. Ce qui expliquera notamment cette alliance entre talibans et Al-Qaïda, la possibilité pour Al-Qaïda, pendant ces 5 ans-là, de préparer un attentat contre les États-Unis en 2001. C'est-à-dire qu'Al-Qaïda va profiter de la protection offerte par les talibans pour préparer en Afghanistan les futurs attentats du 11 septembre.